sport. Mais après ça, c'est vrai, j'ai senti la prise de tomate. Et maintenant, c'est devenu, j'aimerais oui, j'aimerais qu'on parce que c'est tellement joli, c'est doux, c'est oui, c'est léger comme odeur. Mais ça, c'était après le livre, après que je suis écrit. Mais avant, je pensais vraiment que j'avais des sens très, voilà, très développés. Eh bien, ça ne paraît pas dans le livre. Oui, c'est ça, il y a un auteur, il y a un lecteur au salon de Paris qui est venu et qui m'a dit qu'il faisait une parle du parfum, qui parle des parfums. Et là, je lui ai regardé, j'ai dit, non, mais attendez, je comprends pas pourquoi vous avez choisi Rue. Parce que ça parle pas de... Mais je comprenais pas. Et il était très gentil parce qu'il est revenu plus tard avec vraiment des post-it à toutes les pages où il y avait une odeur. Et c'est là où j'ai appris qu'il y avait des odeurs dans le livre. Et puis il y avait un autre lecteur qui a soulevé toute la nourriture, l'odeur, tous les plats, ou la sensualité des plats, ou je sais pas trop. Et il m'a écrit une longue lettre de plusieurs pages pour faire des liens entre donc une analyse. Donc, Rue, en fait, c'est comme après Rue, j'ai eu plein de thérapies gratuites. Plein d'analyses. Donc, j'ai appris après Rue. Vraiment grâce au lecteur, grâce aux entrevues. À vous connaître. Oui. Quelle serait alors, si vous avez appris à vous connaître, quelle serait une plus grande qualité? Oh, je pense que je suis très flexible. Ma plus grande qualité, c'est, je dis souvent, je suis comme l'eau. Je prends la forme du contenant. Et donc, c'est très difficile pour moi de savoir, par exemple, comment rendre un lieu confortable. Parce que je suis confortable, peu importe la chaise que vous donnez. Parce que la plupart des chaises ne sont pas faites pour moi-même. Soit sont trop grandes, sont trop larges, sont trop profondes. Donc, je sais pas c'est quoi une chaise confortable. Donc, Mais vous êtes confortable partout. Oui. Même oui. si c'est pas confortable. Non, je vois pas qu'est-ce qui ne va pas, en fait. Donc, je crois que je suis comme l'eau. Je prends vraiment la forme du contenant et je suis contente qu'on m'impose une forme, en fait. Ce qui veut dire que vous êtes totalement adaptative. Mais quand on est adaptatif comme ça, est-ce que vous êtes devenu, vous pensez, à cause du déracinement et du parcours avec les Boat People pour en arriver au Québec, ou si vous l'étiez déjà au départ? Je pense que oui. Je pense que c'est beaucoup le camp. C'est beaucoup toutes ces incertitudes-là, probablement. Et l'avantage du camp, c'est quand on arrive là, on a l'impression d'avoir une deuxième naissance, on recommence du départ. Quand j'étais petite, c'est difficile à croire, mais j'étais quelqu'un qui ne parlait pas du tout. J'étais très gênée. Non, c'est vrai, là. C'est vrai que j'étais très effacée. Et même, j'étais très allergique. Sévèrement allergique à toutes sortes de choses, aux poissons, aux œufs, au lait. Bon, enfin, je ne mangeais pas grand-chose. Mais quand on est arrivé au camp, le premier repas, c'était du poisson. Et c'était des sardines en conserve. Et le corps s'est reprogrammé tout seul. Alors même que je sois consciente, en fait, que j'étais en train de manger du poisson. C'était pas, oh mon Dieu, j'ai faim, j'ai pas le choix, il faut que je mange ce poisson-là. C'était vraiment spontané. J'ai mangé le poisson et puis il n'y a jamais eu de réaction. Et ça fait 32 ans que je mange du poisson et toutes sortes de poissons. Et j'ai plus de réaction contre les œufs ou quoi que ce soit. Donc, je pense qu'il y a eu ce moment-là où l'organisme s'est organisé. Oui, tout seul. Et c'était pas rationnel du tout. Ben, de toute façon, à 10 ans, on peut pas vraiment être réfléchi et rationnel. Donc, quelque part, je crois que c'est grâce au camp que je deviens aussi flexible, aussi adaptable et aussi bien partout. En fait, je suis contente partout. C'est peut-être ça le problème. Quand j'arrive quelque part, je pars plus. Parce que je suis toujours contente d'où je suis, Quel serait votre pire défaut, alors, maintenant? Mon Dieu, j'en ai tellement. Je sais pas par où commencer. Je pense que qui vous dérange,
qui me dérange, je pense que je suis pas très bonne pour décider. Non. Et mon mari vous le dirait, je suis pas, ouais, je suis pas très bonne pour faire des choix. Ça me prend une chance que j'en achète pas beaucoup de vêtements, sinon ça me prendrait énormément de temps. Juste un petit short noir, plat. Ça me prend, je sais pas, 5 minutes pour réfléchir. Donc, je suis pas très bonne pour, par exemple, déjà, si on planifie les vacances pour l'été, je ne sais pas quelle date, je ne sais pas quand, parce que d'abord, je ne comprends pas le concept des vacances. Pourquoi ça prend des vacances? Je suis très bien là où je suis. Je m'amuse tous les jours. Je vois pas pourquoi j'ai besoin de prendre des vacances de ma vie au quotidien. Encore aujourd'hui, ça fait 2 ans. Et peut-être aussi parce que c'est un concept étranger aux Vietnamiens. Au Vietnam, quand on partait quelque part, c'était pour visiter la famille, pour aller quelque part avec un but déterminé, avec un objectif. On n'allait jamais à la plage juste pour la plage. On allait à la plage parce que, je sais pas, j'avais le nez qui coulait un petit peu, ou pour aller changer, comme mon père disait, changer de vent. C'est joli comme expression. Oui, mais il y avait un but utile à la chose, alors que les vacances, je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de but utile à la chose. Donc c'est un concept, vous voyez, ça c'est apprendre à vivre. Et je suis encore en train de l'apprendre. Mais pour quelqu'un qui a de la difficulté à prendre des décisions, vous en avez quand même pris d'assez importantes au cours de votre vie, de choisir de faire son droit pour devenir avocat. C'était toujours pas des défaut. C'est une chose. De choisir d'ouvrir un restaurant et de développer son art en cuisine, c'est une autre décision. Mais c'était jamais par choix. Non? C'était jamais par choix. Le seul choix vraiment que j'ai fait de façon consciente, c'est après les sciences pures au cégep. J'ai osé choisir traduction. Ça, c'était mon seul choix. Et c'était un choix qui n'a pas donné un bon résultat de toute façon, parce que je ne suis pas devenue traductrice et que j'ai jamais finalement acquis l'outil nécessaire pour devenir traductrice. Oui, j'ai fini mon diplôme et tout ça, mais je savais d'avance que je ne pouvais pas devenir une bonne traductrice. Donc, je pouvais juste étudier la traduction. Et après ça, j'ai pris droit parce que j'avais plus les notes pour aller en médecine ou ailleurs. Je ne suis pas très bonne avec les chiffres, donc je ne pouvais pas aller au HEC comme tel. Mais mes frères étaient tannés de m'entendre parler, donc ils m'ont dit d'aller en droit. Donc c'est eux qui m'ont dit d'aller en droit. Et puis en droit, j'ai été recrutée par un grand bureau, donc je ne pouvais pas dire non parce qu'ils ont proposé un salaire qui était extraordinaire, que pour une immigrante, je ne savais même pas comment compter, comment lire le numéro. Donc, le nombre de chiffres, il y avait trop de zéros. Puis, bon, alors, est-ce que c'était un choix? Non, je pense pas. J'ai eu la chance. Donc, mes rêves, ma vie s'impose à moi. Sinon, ils arrivent avant que j'ai la capacité de rêver. Et j'ai jamais vraiment réfléchi à aller travailler au Vietnam ou quoi que ce soit, mais ce projet-là s'est présenté au bureau et puis on m'a recruté pour le projet et je suis partie avec le projet. Mais ce n'était pas un désir, c'était pas un choix. On m'a juste dit quitte parce que j'étais la seule avec un nom étrange sur la liste des 100 avocats. Ils m'ont repéré et ils m'ont dit toi, avec un nom pareil, tu dois parler. Oui, tu dois parler quelque chose. Quelle langue parles-tu? Et ça a donné que c'était vietnamien. Et puis je suis partie comme ça. Et après, le restaurant, vraiment, c'était en fait un compromis parce que quand on est revenu, je voulais un horaire plus flexible pour les enfants. Et mon mari, en fait, ce que je voulais faire, c'était ouvrir une boutique au départ, c'est-à-dire de 10h à 3h de l'après-midi. Et puis le resto, c'était juste un café au départ, à côté de la boutique, juste pour offrir quelques collations vietnamiennes pour présenter un petit peu le Vietnam contemporain d'aujourd'hui. Et le resto, qui devait occuper 5% de mon temps, est devenu un monstre qui a pris 95% de mon temps. Et la boutique est devenue à occuper 5% finalement à la fin des 5 ans.
Donc, c'était pas un choix. Et quand j'ai fermé, mais c'était un peu la fin du bail. C'est ça, parce que je savais pas quoi faire d'autre, et puis que j'étais pas très bonne. On était toujours dans le rouge, malgré l'appui assez soutenu des clients et tout ça. Je savais pas compter. Donc, nécessairement, ça pouvait pas être un succès commercial ou financier. Et donc, j'étais un peu obligée de fermer parce que là, mon mari a dit, il y a deux choix. Soit tu le transformes vraiment en commerce, soit il faut vraiment l'appeler club social. Si c'est un club social, là, ça marcherait. Là, non, on pourrait fonctionner différemment. Donc, vous voyez, j'étais un peu coincée à prendre une décision. J'étais devant un mur, en fait, ou une intersection. Et l'écriture aussi est venue un petit peu par hasard, grâce à mon mari, qui a bien voulu m'imposer ce mois à la maison, qui ne m'a pas obligée de retourner au bureau tout de suite, ou qui n'a pas voulu que je retourne au bureau tout de suite. Et puis après ça, de vouloir être mon mécène, de me nourrir des enfants pendant que je jouais avec les mots. Donc tout ça, c'est arrivé tout seul, vraiment. Et puis vous savez, parce que le dernier rêve que j'ai eu, moi, de façon consciente et volontaire, c'était la constipation. C'était au camp. Parce que c'était horrible, les faux septiques, les trous, au-dessus desquels on devait faire. Ça va mal compris. Non, c'était vraiment la constipation, parce qu'on ne voulait pas aller dans cette fosse-là. Vous savez, c'était vraiment rendu au rapport. Donc, quand on faisait nos besoins, ça éclaboussait de partout. Et on n'avait pas accès à l'eau courante, on n'avait pas de vêtements pour se changer, donc c'était horrible. Mais le problème, c'est qu'on mangeait de la nourriture périmée, aussi, des poissons un peu pourris et tout ça. Donc, la diarrhée était permanente, sinon chronique. Alors, le rêve, je suis sûre que je n'étais pas la seule, que c'était le rêve commun de tout ça du camp. Comment faire pour être constipé? Donc, ça, c'était le dernier rêve dont je me souviens. Mais sinon, après ça, j'ai pas eu à rêver, ou sinon, tout est arrivé. Mais ma vie est un rêve. Je marche dans le rêve, ou sinon, c'est ça, je suis obligée de vivre des rêves. C'est fou, ça! Je suis jamais préparée à ce rêve-là. Tu sais, quand on rêve, on a le temps de se préparer pour arriver au rêve. Moi, j'ai jamais le temps de me préparer au rêve. Comme tout ce qui arrive à la rue, je n'étais pas préparée du tout à vivre ça, à cette vague-là. Donc, tout ce que je peux faire, c'est la suivre et essayer de faire... suivre la rue. Oui. Et flotter, en fait. C'est tellement grand, c'est comme une mer. La mer morte, je pense, parce qu'on flotte tout seul. On n'a pas besoin de faire d'efforts. La famille, Kim, c'est quelque chose d'extrêmement important. Oui. On m'a dit que vous êtes en contact avec toute votre famille, qu'elle soit au Vietnam, aux États-Unis, ici. C'est chez les Vietnamiens quelque chose d'extrêmement important, oui. Mais pour vous en particulier, qui êtes une déracinée, de maintenir ce lien-là est extrêmement important pour vous et pour vos enfants, parce que vous avez envie qu'ils sachent. Oui, parce que quelque part, je pense que j'ai une admiration inconditionnelle envers les membres de ma famille. Pas seulement parce qu'ils font partie de